Bien, bonjour à tous. Bien, bonjour à tous. Bienvenue sur cette matinée French Tech. Je suis Jean-Paul Leroy, je suis référent French Tech chez Aura Technologies, le plus grand incubateur d'Europe, qu'on a la chance d'avoir ici à Lille. Je vais animer cette matinée. En premier lieu, quelques mots peut-être pour vous rappeler ce qu'est la French Tech. La French Tech est née en 2013 suite à une étude qui avait été faite par la Caisse des dépôts, commandée par l'État, qui voulait réduire sa dépendance aux GAFA et favoriser l'émergence de champions du numérique. Donc en 2014, 13 métropoles ont été labellisées, dont Lille, qui regroupe également les agglomérations de Lens-Liévin, de Calais et de Valenciennes. Et donc, on a souhaité travailler sur la thématique retail. Renan y reviendra tout à l'heure pour vous expliquer ce que c'est que cette dynamique des thématiques. Et donc, pour démontrer à quel point la destinée du retail est intimement liée à la partie tech. Je suis accompagné pour ce début de conférence par Sam Damani, délégué général de la French Tech de Lille, et par Renan Savaillard, qui est secrétaire national du réseau thématique Retail. Donc je vais donner la parole à Sam, qui va vous présenter la métropole French Tech. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, vous m'entendez? Parce que les concurrents font beaucoup de bruit à côté. Bonjour Lille, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je voulais effectivement vous partager, si j'arrive à parler plus fort, la dynamique qui a été reprise ici en région. Comme Jean-Paul l'a cité, la French Tech, c'est un formidable outil de communication qui est né en 2014 avec deux objectifs simples. Le premier, c'était de crier au reste du monde, en France, on a des super startups, on a des super boîtes, bossez avec elles. Et le deuxième objectif, c'était de dire, messieurs les investisseurs, messieurs les industriels, venez vous implanter en France ou venez prendre de la participation active dans le capital de nos entreprises parce qu'on a des super startups sur notre territoire. Et ça a plutôt bien marché. On a été très rapidement reconnu comme étant la Startup Nation en Europe, avec un taux de création d'entreprises extrêmement important ces dernières années. Et à un moment, on s'est posé la question, c'est quoi la prochaine étape? Et c'est celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Créer, c'est formidable. Pérenniser, c'est encore mieux. Quand on sait qu'on a un taux de mortalité encore trop important dans les 3 premières années d'existence d'une startup, on s'est dit que le plus important va être de mettre son action maintenant sur la pérennisation de nos acteurs pour qu'elles deviennent des acteurs incontournables au niveau national, mais surtout international. Ce qu'on appelle la scalabilité. Et donc, on est parti avec une feuille de route V2 qui est fraîche de quelques semaines, avec 3 grands objectifs. Le premier, comment on fait pour renforcer nos startups pour qu'elles deviennent des scale-up? Comment on fait pour que nos talents, qui sont de plus en plus manquants, plus d'une société, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici parmi vous? Levez la main ceux qui ont envie d'entreprendre ou qui ont entrepris. Bon. L'idée, c'est quand même de renforcer des compétences autour de soi, d'avoir un certain nombre de collaborateurs qui ont l'expertise nécessaire pour aider son entreprise à croître. Et on a un déficit dans certains métiers. Et donc le deuxième enjeu, ça va être comment on fait pour capter les talents, et particulièrement dans notre belle région. Enfin, faire du business, c'est indispensable pour une entreprise. C'est son premier objectif, faire du chiffre d'affaires. Mais au-delà de ça, une entreprise, c'est un organisme vivant constitué de différents membres implantés dans un contexte social-économique et son objectif est sociétal également. Comment on fait pour qu'au-delà de l'objectif de chiffre d'affaires, notre entreprise s'implante intelligemment dans le temps dans notre société? Ce qu'on va aussi appeler du tech for good. Faire du business, oui, mais pas n'importe comment. Donc ces 3 grands axes prioritaires ne diminuent en rien
l'objectif de conquête de marché, de croissance, d'innovation. Et c'est là-dessus où la French Tech Lille, qui souhaite donner cette impulsion sur l'ensemble du territoire de la région de France, œuvront à travers ce cluster d'entrepreneurs qui est French Tech Lille pour faciliter le déploiement de nos entreprises sur notre territoire, mais aussi sur l'international. Merci Sam. Alors, dans la dynamique French Tech, il y a une dynamique sous-jacente qui est celle des réseaux thématiques. C'est en gros comment les technologies viennent booster la transformation des métiers dans des verticales métiers. Parmi ces verticales, il y a la santé, il y a les fintech, il y a tout ce qui est lié aux industries créatives, mais il y a également une thématique qui s'appelle retail. Renan Sobaga, vous êtes secrétaire national de la thématique retail. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que cette politique thématique et puis quelle est la feuille de route de votre thématique? Merci. Bonjour, je suis Renan Sobaga. Donc, je suis d'une part chef de projet au PICOM et Patrick Brunier qui est ici présentera l'action d'accompagnement des projets d'innovation au PICOM et aussi secrétaire national du réseau thématique de la French Tech sur la partie retail. Donc, comme le disait Jean-Paul, effectivement, il y a 9 thématiques qui se sont créées en parallèle des 13 métropoles de la French Tech. Donc 9 verticales, dont une qui est dédiée au retail. Donc ce sont des réseaux qui sont mis de manière transversale au niveau national. Et en ce qui concerne le retail, c'est un réseau de 6 acteurs qui regroupe des différentes régions. Donc le Nantes, avec la cantine et anciennement Atlantique 2.0, l'écosystème digital de Nantes. Il y a le club du commerce connecté de Digital Aquitaine à Bordeaux. Il y a l'écosystème de Toulouse. À Paris, il y a la FEVAD, Cap Digital et une partie du PICOM, puisque le PICOM effectivement est ici aussi représentant l'écosystème lillois. Donc ce sont 6 acteurs qui recensent environ 1000 PME, 1000 entreprises du secteur retail. Donc aussi bien des distributeurs que des retail tech, mais essentiellement pas loin de 800 retail tech. Donc c'est un nombre assez considérable d'entreprises au niveau national. Et l'idée, elle est triple. C'est à la fois de fédérer, d'accélérer et de rayonner les actions de ces entreprises. Donc la fédération, c'est simplement d'abord se connaître, c'est d'abord travailler ensemble au niveau de ces 6 acteurs, mutualiser un certain nombre d'événements, d'actions communes, le recensement d'accélérateurs, un site web commun, un annuaire de retail tech, etc., qui est en train de se structurer. Donc toute cette partie d'action de recensement est en train de se mettre en place via un site qui s'appelle Retail Tech, la French Tech. Donc c'est la première action un petit peu de structuration pour mieux travailler ensemble. La deuxième action, c'est une action d'accélération qui vise justement à faire rencontrer ces entreprises du retail avec leur marché, donc essentiellement les retailers, les distributeurs, et donc d'assurer les connexions business. Donc en vue non seulement de générer des projets, mais ça c'est pas la finalité vraiment de la French Tech, mais plutôt la partie business, donc c'est la partie marché, des rencontres un peu comme aujourd'hui, ou des événements qui tournent dans les métropoles, à Paris, en région, et de faire rencontrer des retailers et des startups, de montrer quels sont les métiers, les besoins, l'offre et la demande, et vraiment de croiser ça dans une optique business. Donc il y a déjà eu un certain nombre d'événements qui ont été créés dans ce cadre-là, à Nantes, à Paris. On est actuellement dans le 4e événement de ce type-là. Et la dernière action vise effectivement à rayonner toutes ces entreprises-là au niveau international. Donc là, c'est plutôt la partie internationale, les amener sur des événements comme NRF à New York, les amener sur Euroshop, les amener sur RTBE, via un certain nombre de partenaires, dont Business France, et voilà, de porter ces entreprises, de créer les conditions favorables pour qu'elles soient exposantes avec un jury, une sélection en amont, etc., des bootcamps de préparation, pour qu'elles soient le plus à même d'être efficaces pendant ces salons. Voilà. Et à terme, la dernière action vise à créer une action à destination de l'Asie et à porter notre écosystème sur l'Asie. Mais cette action est encore in progress, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Voilà. Merci à vous. Je vais laisser la parole. Merci Renan. Bien, donc la French Tech, c'est essentiellement les startups. Donc on va s'intéresser à ça. On va s'intéresser dans un premier temps à l'avenir du commerce avec Patrick Brunier qui va nous rejoindre pendant que ces messieurs nous quittent. Patrick Brunier, délégué général du PICOM. Et ensuite, nous aurons 2 tables rondes
Une qui sera consacrée aux problématiques d'intégration dans les systèmes d'information pour les startups, et une deuxième qui mettra en évidence que les startups ne travaillent pas seulement pour les grands retailers, mais également pour les commerces de centre-ville. Donc j'accueille Patrick Brunier. Bien, bon, je vous laisse vous installer. Patrick Brunier, vous êtes directeur général du pôle de compétitivité des industries du commerce, qui regroupe des grands groupes retail, des entreprises de services numériques, mais également des startups. Il me semble que quelques startups adhèrent au PICOM. Tous ces acteurs ont en commun d'être concernés par l'avenir du retail. Alors, on entend beaucoup de propos alarmistes. On a des acteurs qui fluctuent beaucoup en bourse. Il y a eu des annonces récentes sur les grands groupes du retail en France. Quelle est la santé des retailers en France et à quoi tout cela est dû? Oui, bonjour à tous. Question un petit peu compliquée et sensible, mais je vais tâcher d'y répondre. La situation du retail est aujourd'hui complexe mais dynamique. Elle est liée à plusieurs évolutions importantes que je vais souligner. À la fois des évolutions qu'on vit depuis une dizaine d'années, depuis la création du pôle, mais également des évolutions de rupture qu'on pressent dans les 5 à 10 années suivantes. Et ces échéances peuvent vous sembler longues. En fait, l'expérience montre que ça nous donne très peu de temps pour nous y préparer. Alors, les difficultés aujourd'hui du retail, elles sont liées à ce que vous connaissez, c'est-à-dire à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est la convergence dans le commerce, dans la façon de faire du commerce, du online et du offline. Cette convergence, elle touche aussi bien les retailers, c'est-à-dire les magasins, les enseignes physiques, que les enseignes e-commerce. Il ne faut pas croire que le commerce physique est le seul touché par cette évolution structurelle. Simplement, le e-commerce est sur un trend qui lui permet de continuer à progresser. Pour autant, il faut être très attentif et en alerte, y compris sur l'évolution de ce second secteur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le potentiel de développement du e-commerce est limité. Et aujourd'hui, on considère que 2025 serait la date à laquelle la progression du e-commerce aurait atteint une asymptote. C'est normal, puisqu'encore une fois, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est le fait que le online et l'offline se rejoignent, le physique et le virtuel se rejoignent. Et on voit bien que les stratégies d'entreprise aujourd'hui, que ce soit les pure players, on appelle ça les pure players il y a 10 ans, qui ont mis d'ailleurs en difficulté le secteur de la vente à distance dans notre région. Il faut pas l'oublier. Bon, oui. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est une évolution. D'où ce salon été mis en place pour... Voilà. C'était une des premières réactions il y a plus de 10 ans, de dire comment concentrer sur la métropole qui a une vraie expertise reconnue dans le domaine du commerce, quels que soient les formats et les modes de commerce. Et à l'époque, on différenciait fortement la vente à distance, qui venait de la vente par correspondance, et effectivement nos grandes enseignes de commerce physique. Il y a un deuxième élément qui est important et qui est une composante nouvelle dans les facteurs clés pour faire du commerce aujourd'hui, tout en évitant de se réduire à cette composante. Cette composante, elle est technologique, et ça, je dois dire que depuis 10-12 ans, il y a un phénomène d'accélération en ce domaine-là. Je vais vous donner 2 chiffres qui montrent que les investissements technologiques deviennent aujourd'hui une des conditions, un des facteurs clés de succès pour accompagner la transformation du secteur. Et je vous dirais en même temps que la composante technologique n'est pas le seul élément de transformation du secteur, qui est aujourd'hui des éléments beaucoup plus fondamentaux qui s'installent. 2 chiffres. Amazon, 20 milliards de dollars d'investissement en R&D en 2017. C'est la première entreprise américaine en termes de dépenses de recherche et développement. Deuxième chiffre, et je pourrais les multiplier les chiffres. Deuxième chiffre,
Alibaba a annoncé dans les 3 prochaines années 15 milliards d'euros d'investissement dans un certain nombre de domaines, parmi lesquels les interactions, les interfaces homme-machine, l'intelligence artificielle dont on pourra reparler si vous voulez. Et sur le salon, vous verrez plein d'applications qui s'appuient sur cette technologie. Et troisième point, les objets connectés. Ça veut dire aujourd'hui pour le retail en France qu'il y a un véritable défi. Ce défi, c'est un changement d'échelle. Quand on a des concurrents qui, au niveau mondial, investissent à cette hauteur-là, supportés par des marchés domestiques très importants. Si on prend Alibaba, la Chine, c'est 1,5 milliard de consommateurs. Donc il y a des effets de masse, il y a des effets critiques aujourd'hui qui interpellent fortement la distribution en France et en Europe et qui obligent à des changements d'échelle. Alors ces changements d'échelle, on les voit s'opérer de différentes façons. Une des premières façons selon lesquelles elles s'opèrent, c'est finalement, on voit des acteurs du online et du offline se rapprocher. Ça, vous le savez bien. Hein. On voit notamment les enseignes physiques investir de plus en plus dans le retail offline et racheter ou prendre des participations dans des entreprises de e-commerce qui ont une expérience avérée en ce domaine-là. Et puis on voit ce qui pour moi est un peu plus inquiétant et amène à une vraie réflexion stratégique en Europe qui interpelle les pouvoirs publics, c'est aujourd'hui des enseignes qui sont obligées finalement, contraintes d'adopter les solutions que ces deux entreprises, mais bien au-delà, en tous les cas, que les grands retailers mondiaux sont en train de développer. Et là, il y a un vrai risque, qui est un risque de mise sous dépendance stratégique du retail en Europe, dépendance stratégique de ces grands groupes. Voilà. Donc la technologie est un élément qui, aujourd'hui, qu'il faut prendre en compte comme facteur clé de compétitivité dans le secteur. Encore une fois, ça ne réduit pas l'ampleur des changements qui sont en cours. On va peut-être en discuter dans quelques instants. Gary Shapiro, le patron du CES à Las Vegas, interpellait l'État français il y a une dizaine de jours en disant que le RGPD était quelque chose de catastrophique pour l'Europe en général et pour la France en particulier. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que le fait de ne pas pouvoir exploiter des gisements de données, notamment pour le commerce, allait poser des problèmes justement pour l'application de l'intelligence artificielle qui se nourrit d'énormément de données. Mais du coup, on a l'impression quand même, quand on entend les annonces des grands retailers, un qui va se rapprocher d'Alibaba, l'autre qui va se rapprocher d'Amazon, l'autre de Facebook ou de Google, est-ce qu'ils ne se jettent pas dans la gueule du loup, quelque part, en livrant leurs données, toutes leurs données utilisateurs, toutes leurs données clients? Alors, bon, c'est un vrai problème. Ce qu'il faut, c'est se remettre dans la culture de l'Europe par rapport à ces sujets-là. On est quand même un vieux continent. Un vieux continent qui a l'habitude de légiférer et la législation met sous contrainte les acteurs. Sur la question de la protection des données personnelles, si on veut éviter que l'Europe... Et on a connu ça il y a 6 ans avec la RFID en Europe. Moi, j'ai participé au niveau européen aux premiers travaux qui visaient à avoir des directives en Europe pour contrôler l'usage de la RFID. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça va s'appliquer à toutes les technologies par lesquelles transite de la donnée. Il y a un élément essentiel, et notamment, on en parlera peut-être en conclusion, sur la transformation des nouveaux modèles économiques dans le retail, qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, qui pour moi n'est qu'une étape. D'accord ? C'est que la donnée devient un élément stratégique, non pas simplement dans son utilisation, mais la façon de l'utiliser en relation avec le consommateur. Si nos enseignes ne prennent pas des initiatives, et la technologie peut aider justement à cela, elle peut être la pire des choses comme la meilleure des choses. La technologie, si la technologie n'apporte pas des réponses, si les distributeurs ne prennent pas des initiatives en ce domaine-là, on est certain qu'en Europe, on arrivera à un environnement juridique de plus en plus coercitif. Ça veut dire qu'on va affaiblir la compétitivité de nos entreprises. Alors qu'on voit bien qu'à contrario, vous voyez au niveau européen tout le débat qu'il y a entre le gouvernement français et européen et les GAFA, on voit bien qu'on a en face des acteurs qui n'ont aucune limite, aucune frontière physique. On ne peut pas imposer de frontières physiques aux consommateurs. Ce n'est pas possible.
Et le mot important dans les nouveaux modèles économiques qui va supporter je dirais à la fois l'efficacité, mais également l'acceptation par le consommateur de ces modèles, c'est la notion de tiers de confiance. À un moment donné, alors, on peut se poser la question, en quoi le distributeur pourrait véritablement se positionner comme un tiers de confiance? Moi, je pense qu'il y a une véritable opportunité aujourd'hui à ce qu'il s'empare de ce problème, je dirais, avec cette hauteur de vue et cet enjeu. Alors, effectivement, par rapport à ces sujets-là, je me rappelle d'une étude qui mettait en évidence que malgré l'avance que Amazon pouvait avoir avec ses assistants vocaux Alexa, puisqu'Amazon est parti beaucoup plus tôt que Google sur le sujet, Amazon n'était pas en mesure d'en tirer autant parti que Google était en mesure de le faire, puisque Amazon n'a de données clients que par rapport à ses propres clients, alors que Google a des données de comportement sur l'ensemble de ses utilisateurs, à la fois avec son moteur de recherche, mais également avec son navigateur. Alors, par rapport à ça, moi j'entends cette logique de tiers de confiance qu'on voit arriver où on commence à avoir des campagnes. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je vous invite à le faire. Mettez comme moteur de recherche par défaut, mettez Quant, qui est un moteur de recherche français qui respecte les libertés individuelles. Et du coup, vous allez voir qu'on vous pousse beaucoup moins de publicité et autres. De la même manière, il y a une start-up qui travaille actuellement à un modèle d'assistants vocaux, une start-up française, à un modèle qui serait respectueux de tout ça. Et donc, on en vient à cette logique de marché. Effectivement, l'État, au travers de la French Tech notamment, réfléchit à un marché tech européen de manière justement à donner des terrains de jeu pour les startups qui soient beaucoup plus importants. En termes de retail, comment ça peut se traduire? Jean-Paul, je voudrais juste apporter un commentaire ou une nuance par rapport au constat que tu fais sur les modes opératoires d'un Google ou d'un Amazon. Il y a quand même deux choses sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Enfin, trois choses. Et avoir une vision beaucoup plus large des champs concurrentiels et des enjeux. Le développement des marketplaces. Ça, c'est un élément important. Le développement des marketplaces, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup plus d'interaction avec le client parce qu'il y a beaucoup plus de produits qui sont proposés. Ce qui fait que petit à petit, des enseignes qui arrivent à s'imposer sur le marché minorent aussi l'influence c'est pas des marques là, des moteurs de recherche. Tout dépend du rapport de force aujourd'hui et de la puissance que vont prendre les nouveaux acteurs du commerce dans le monde. C'est là qu'est l'enjeu qui va permettre demain ou simplement de constater que les grands moteurs de recherche dans le monde se réaffirment. Et même si on en invente d'autres, ça ne changera rien pour les retailers. Le deuxième élément, et on l'a vu avec Amazon, c'est passé, je suis un peu surpris que ce soit passé sous silence. Il y a 3 ans, Amazon a développé une marketplace de services. Et des services liés à la vie quotidienne, donc des services à la personne. Donc une marketplace produit, une marketplace service. Ça veut dire que ces grands groupes aujourd'hui, et c'est vrai chez les e-commerçants chinois, je crois que c'est Alibaba ou JLD.com, je ne me souviens plus, on dit qu'aujourd'hui un consommateur peut passer toute sa journée sans quitter l'enseigne, par les interactions, les services qui sont proposés par ces enseignes. À partir du moment où un consommateur a fait le choix d'une enseigne, parce qu'il a confiance, parce que la proposition de service est pertinente, moi je considère qu'il y a un véritable affaiblissement des moteurs de recherche. D'accord ? Surtout si on y adjoint les fonctions recommandations, et que ces fonctions recommandations sont de plus en plus pertinentes. Donc il ne faut pas être aussi pessimiste que ça. Je pense qu'on est en train d'inventer des nouveaux modèles, où par la technologie, dès lors que les retailers s'y investissent, je pense qu'on va arriver à un nouvel équilibre. Maintenant, on ne peut pas nier que Google reste le moteur de recherche monopolistique en termes de trafic, et qu'avant de booster Google dehors, il va se passer quelques temps et ça va nécessiter beaucoup d'investissements. Voilà, je pense que vraiment, il faut qu'on réfléchisse à ça. Il y a des parades aujourd'hui, mais ça passe par des changements de modèle et des changements d'échelle au niveau mondial distributeur. D'accord. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait que
les pure players sont aussi en train de changer de modèle. On voit Amazon qui rachète des chaînes de magasins physiques, qui ouvre ses propres magasins. À côté de ça, vous évoquiez le fait que des gens peuvent passer toute une journée sur une enseigne digitale sans quitter son canapé. C'est quoi? C'est la fin du magasin physique? Alors, sur ce point, là aussi, il y a des choses à préciser. Aujourd'hui, dans la vision qu'on a depuis 2006, c'est-à-dire au moment où on a été créé, je rappelle juste un concept, mais qui est pour moi assez illustratif de l'évolution du modèle, qu'on continue, c'est la notion de commerce ubiquitaire. Cette notion de commerce ubiquitaire, elle est très simple. L'ubiquité, c'est la capacité d'être à plusieurs au même temps. Pour un commerçant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce aux technologies, il a une multitude de possibilités d'avoir une interaction avec ce client. Et on en vient à une autre notion qui est la notion de parcours d'achat. Aujourd'hui, le distributeur doit se centrer sur son client et son client dans son parcours d'achat. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le parcours d'achat, il est online et offline à différents moments de la journée. Il peut être online, il peut être offline en préparation, je prépare mes courses, et il peut se conclure de façon offline, dans le magasin ou ailleurs. Et ça, l'élément déterminant de l'évolution du commerce aujourd'hui, qui explique cette convergence entre les enseignes e-commerce et retailers physiques, c'est ça, cette notion de parcours d'achat. C'est l'élément central de l'action. Ça veut dire que si on n'est pas capable d'être présent au moment, sur le lieu, à l'endroit, et en fonction du support que j'utilise, moi, consommateur, pour communiquer avec vous, retailer, ça veut dire que je perds le client. Ça veut dire qu'il y a un retailer, enfin, il y a un commerçant qui, lui, aura été, par sa présence continue, on appelle ça la continuité de service au PICOM, par sa présence continue, aura capté l'intérêt et l'attention et placera sans doute une offre probablement très concurrentielle. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu du commerce qui est en train de se construire. Alors, quand on regarde les grands retailers nationaux, et puis on a la chance d'en avoir beaucoup ici, on a quand même l'impression que leur maturité par rapport à cette dynamique d'ubiquitaire, qu'on qualifie aussi de figital souvent, elle est très hétérogène. C'est-à-dire que je pense à un Decathlon, par exemple, qui a depuis longtemps intégré des bornes où on peut commander des produits à l'entrée du magasin ou se faire livrer à l'entrée. Où en sont nos retailers en France et puis plus particulièrement ici? C'est quoi le gap qu'ils ont à franchir? Alors, on a des travaux là-dessus qui sont totalement publics. On constate quand même une lente maturation. Tout ce dont on parle, encore une fois, je répète, on l'a écrit avec les commerçants en 2005, 12 ans après. Ça montre la lenteur des transformations. Ça peut s'expliquer et se comprendre aussi, parce que derrière ces transformations, il y a des investissements importants, parce que ça remet en cause notre système d'information. Il y a du décloisonnement, parce que pour faire de l'ubiquitaire, ça veut dire qu'il faut complètement décloisonner les organisations, donc de la transversalité. Ça ne se fait pas en quelques années, ça touche les hommes, ça touche les organisations. Donc c'est vrai qu'on a un processus qui est lent. Pour l'accélérer, moi je constate une accélération depuis 3 ans. Il y a des étapes dans les évolutions de toute façon. De la prise de conscience, la prise de conscience au déni, du déni où à un moment donné on se rend compte que finalement il n'y a pas d'autre solution, mais on se pose la question de savoir si on a la capacité d'investir. Et aujourd'hui, il y a une solution qui est de plus en plus répandue, ce sont des jeux d'alliance. Tu les as cités il y a quelques instants. Dans cette région, on pourrait, qui a été le berceau de la vente à distance, on peut rappeler par exemple les rapprochements entre Redoute et Galeries Lafayette. Bon, voilà, et c'est une des solutions qui est aujourd'hui apportée, en considérant que finalement, il faut aller vite, et cette accélération passe quelquefois plus difficilement par des transformations purement internes. Ok. Si on se projette un petit peu plus loin, c'est quoi le commerce de demain? C'est quoi l'expérience d'acheteur dans le commerce de demain?
qui va réunir toutes ces composantes et toutes ces expériences, à la fois des pure players, des historiques de la vente à distance et du retail, et puis des nouveaux entrants. Alors peut-être, je vais répondre à la question assez précisément, même s'il reste encore plutôt de l'ordre de la prospective, mais néanmoins, on a déjà ouvert des chantiers sur le sujet avec les enseignes et des startups. Aujourd'hui, on a, grâce aux nouvelles technologies, une opportunité exceptionnelle. Ça renvoie à la question des data que tu évoquais tout à l'heure. C'est que ces interactions produisent une masse considérable des données. Elles produisent des données importantes, évidemment, sur les habitudes d'achat. Et si on regarde, par exemple, le développement des objets connectés, elles vont introduire également une capacité à collecter ce qu'on appelle des données d'usage. Et quand on rassemble l'ensemble de ces données, ça donne quoi? Ça veut dire ça peut donner une connaissance, une bonne connaissance dans la façon dont le consommateur, moi j'appelle ça le citoyen consommateur pour bien montrer les enjeux qu'il y a derrière, mais la façon dont le citoyen consommateur entend vivre et consommer au quotidien. Voilà. Et là, il y a une vraie opportunité, et cette opportunité, on l'a traduite en 2018, en 2015, dans la notion de distributeur, le majordome de la vie quotidienne. C'est un concept excessivement disruptif, structurant. Il veut dire quoi? Il veut dire que demain, ce qu'il faut, c'est qu'on s'intéresse à la façon dont vous et moi, on souhaite vivre. D'accord? Ça, c'est important. Et notre façon de vivre n'est pas simplement la façon d'acheter et de consommer du produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherche des résultats. Hein? On a des attentes de consommation qui doivent être satisfaites. Et c'est ce qu'on a appelé dans le pôle, c'est passer du produit vendu au service rendu. Le service rendu dont je parle n'a rien à voir avec les services additionnels à la vente de produits. C'est un changement de modèle qui oblige à agréger plusieurs acteurs économiques qui viennent du monde du produit, qui viennent du monde des services. Il y a, sur le stand du PICOM, et je pense qu'il y a d'autres applications qui commencent à rentrer dans ce concept, vous verrez, il y en a deux, il y en a une notamment qui développe... il y en a deux qui sont dans la même logique, qui développent la notion de coach nutritionnel. Le coach nutritionnel, c'est un majordome. C'est-à-dire sur une partie de la consommation, hein, on accompagne le client, le consommateur, dans la façon dont il veut consommer. On peut l'accompagner, par exemple, du point de vue nutritionnel, hein, parce que pour lui, c'est une préoccupation importante. On peut l'accompagner également de multiples façons. Les majordomes, il n'y en aura pas qu'un, évidemment, mais sur tous les grands marchés de services, il y aura plusieurs majordomes. Et c'est ça qu'on est en train, c'est ce concept qu'on est en train d'opérationnaliser, auquel on est en train de donner des contenus opérationnels et surtout définir des nouvelles chaînes de valeur. En 2005, on avait dit que les grands marchés seraient par exemple le bien vieillir. Vous voyez, quand on parle de vieillir, moi je ne parle pas de produits de consommation. Je ne parle pas des produits que nos enseignes vendent aujourd'hui. Je parle des services qu'elles rendront demain. Ce n'est pas du tout la même chose. Bien s'alimenter, ce n'est pas simplement aller dans nos grands magasins à dominante alimentaire, c'est se préoccuper de la façon dont les gens veulent s'alimenter. Parce que derrière, il y a des préoccupations qui peuvent être aussi tout simplement des préoccupations de santé. Bien-être, se maintenir en forme. Voilà. Ça, ce sont les nouveaux marchés. Ça veut dire une approche de la consommation radicalement différente. Ça veut dire une approche de la segmentation des marchés totalement différente. Voilà, je pense que là, on est disruptif, on est complètement disruptif. Alors oui, ce qu'on vit aujourd'hui est, je dirais, une vraie crise, une crise au sens positif quand même, hein, au sens opportunité. Mais je pense que sincèrement, ce n'est pas la rupture. On ne peut pas qualifier aujourd'hui l'évolution d'une véritable rupture. Parce qu'encore une fois, le modèle reste très centré sur deux choses. Une consommation de masse, et donc des effets de taille sur les marchés qui sont très importants. Pourquoi nos enseignes se développent à l'international? Évidemment, il y a un enjeu à se développer à l'international pour toute entreprise de tout secteur. Mais l'enjeu, il est quasiment existentiel pour les enseignes. Pourquoi? Parce que nos enseignes ont besoin de continuer à courir après la taille critique. Parce que cette taille critique, elle est nécessaire pour faire de la compétitivité par les prix. La compétitivité par les prix reste l'élément aujourd'hui central du modèle économique. Et il est lié donc à la capacité d'achat. Donc je dis qu'aujourd'hui,
malgré tous les bouleversements qu'on connaît, on ne voit pas pour l'instant de changement et de basculement de modèle économique. Ce dont je vous parle, c'est par contre un vrai basculement de changement de modèle économique. Merci Patrick. Alors, une dernière question j'allais dire plus personnelle, c'est pas tout à fait plus personnel, mais qui concerne plus le PICOM. Le PICOM est en compétition de relabellisation en tant que pôle de compétitivité. C'est quoi l'offre de valeur de demain du PICOM au cœur de cette demande de relabellisation pour accompagner le retail dans cette transformation? Ça va être juste en en quelques secondes. Désolé. Non, ce que je peux faire, c'est... excusez-moi, je vais rester très proche de documents qu'on a envoyés dans notre dossier de candidature au gouvernement pour vous dire aujourd'hui comment on a motivé notre candidature, c'est-à-dire la motiver, c'est-à-dire par rapport aux enjeux d'un secteur qui est évidemment très important pour cette région et le développement économique, mais qui en France est aujourd'hui aussi majeur, puisque on sait que c'est un secteur qui a une grande dynamique en termes d'innovation, mais également en termes de développement international. Moi, je vais être très près de mon document. Je vais simplement vous dire aujourd'hui, dans ce que l'on va faire dans les 3-4 ans qui viennent, quels sont les enjeux majeurs, les enjeux concurrentiels majeurs auxquels nous, PICOM, on doit répondre, notamment par l'innovation et en développant les collaborations entre recherche, retailers et toutes les startups qu'on a ici et au-delà. En 3 minutes peut-être. Ça va prendre 2 minutes. Là. Premier point que j'ai déjà dit, accélérer la convergence des modes de distribution online et offline. Je l'ai abondamment développé. Développer les moyens d'interagir avec le client de façon ubiquitaire, j'en ai parlé aussi, depuis la prise d'information jusqu'à la livraison du produit. Par exemple, on a aujourd'hui des enjeux majeurs sur la logistique pour accompagner la transformation des modèles. Délivrer des produits et services pertinents et innovants à partir d'une exploitation des données d'usage et des habitudes d'achat, vous voyez, je l'ai dit aussi, respectueuses de la vie privée des consommateurs. Développer des solutions logistiques permettant de garantir la disponibilité du produit sur le lieu de vente et de proposer aux consommateurs des services de livraison innovants. C'est au cœur aussi des savoir-faire que la région Hauts-de-France, dont la région Hauts-de-France dispose. Et le dernier point, on n'a pas pu en parler, je voudrais juste conclure là-dessus. Donc, le 5e enjeu, c'est détecter et décrypter les comportements de consommation émergents et préparer les nouveaux modèles économiques. On a beaucoup parlé de technologie. Ici, on parle beaucoup de technologie. On oublie juste de dire que la transformation que connaît le monde du commerce aujourd'hui, online ou offline, les problèmes sont les mêmes. C'est que l'on assiste à une convergence d'opportunités technologiques et d'évolution des comportements d'achat et de consommation. Ça veut dire que nous, PICOM, dans nos projets, nous devons aussi prendre en compte la dimension socio-économique et socio-humaine et sociale des projets, parce qu'encore une fois, le commerce est d'abord une activité de service. Merci Patrick. Bien écoutez, je pense qu'on peut être optimiste. Je pense qu'on a le terreau qu'il faut et puis les démarches qui vont bien. On va passer à la table ronde suivante qui va être animée par Samuel Tapin, à qui je vais donner la charge de l'animation. En attendant, vous avez sur vos sièges ou à proximité des questionnaires d'évaluation qui permettront aux organisateurs de faire évoluer, s'il y a lieu, les formats. Donc, Samuel va arriver. Je sais, on est un peu en avance, Samuel, mais ça te fait 5 minutes de plus, c'est bien. Comment? Non, c'est toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va appeler nos intervenants, s'il vous plaît. Donc, on a Romain Schott de Limpidius, Guillaume Webre de Decathlon et Franck Iblé, mais qui n'est peut-être pas encore dans le coin, qui va nous rejoindre. Donc, cette table ronde, déjà, je me présente, je suis Samuel Tapin, je suis le directeur de Blanchemaille Bayera Technologies, qui est un incubateur-accélérateur, l'incubateur accélérateur d'Eura Technologies, spécialisé en commerce digital et en retail tech. Okay, donc, ça veut dire que on accompagne au quotidien des entrepreneurs, quel que soit leur stade de développement, pour les aider à bien se créer, bien se développer, en particulier sur les métiers du commerce et de la technologie pour le commerce. Donc, ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais ça situe un petit peu le contexte. Donc, je suis ravi d'animer cette table ronde
sur laquelle on va traiter du sujet des startups dans le domaine de la retail tech et de leur relation avec les grands comptes. Donc, il y a eu un mythe pendant de nombreuses années sur cette relation startup-corporate. Au final, on se rend bien compte aujourd'hui que les startups et les corporates ont appris à se connaître, à travailler ensemble, et que ce mythe de la relation qui était un petit peu un mythe de comment faire un POC, un pilote, un prototype, peu importe comment on l'appelle, c'est un petit peu déplacé dans la chaîne de valeur de cette relation. Et on est passé de ce mythe-là à d'autres problématiques, et on en vient exactement au sujet de notre table ronde, qui est un enjeu d'intégration et de déploiement, et en particulier qui touche au système d'information du grand compte et à la capacité du grand compte et de la start-up à interagir en termes vraiment de système d'information pour des questions de déploiement. Donc j'accueille autour de moi donc Romain Schott qui est à ma gauche et Guillaume Webre qui est à ma droite. Je vous propose, chers messieurs, de prendre une petite minute pour vous présenter, expliquer ce que vous faites. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet et on verra comment on adresse ces questions sur ce sujet. Romain, je te laisse commencer. Oui, bonjour. Alors, merci déjà de m'avoir convié à cette table ronde. Je suis donc Romain Schott, le cofondateur de Limpidus. Lorsque vous allez chez Decathlon, Camaïeu, Noroto, Pickwick, par exemple, et qu'on vous propose de recevoir votre ticket de caisse par email, et bien donc nous sommes des opérateurs de dématérialisation de tickets de caisse. Merci Romain. Guillaume? Bonjour à tous. Donc Guillaume, moi je travaille chez Decathlon. Quand j'ai rencontré Romain, j'étais directeur du programme de fidélité. Et maintenant, je suis product manager sur un système d'API qu'on souhaite ouvrir à l'externe, donc aussi en lien avec le sujet. Super. Donc Romain, je vais me tourner vers toi d'abord. Est-ce que tu peux nous expliquer dans la manière dont vous rentrez en contact avec vos clients potentiels, par quelle clé d'entrée souvent vous rentrez et comment se déroulent les premiers temps de la relation? Oui, alors il faut savoir que la dématérialisation, c'est un sujet transverse, mais le plus souvent, on rentre tout de même à travers la SI des grandes enseignes. C'est donc les personnels chargés de l'encaissement qui nous sollicitent pour faire une première POC en laboratoire, et c'est ça que démarre notre relation avec les enseignes. Donc quand tu dis POC en laboratoire, ça veut dire vraiment quelque chose qui, à ce stade-là, est complètement décorrélé du système d'information de ton client potentiel. Tout à fait. Pour l'instant, alors c'est pas complètement décorrélé. Disons qu'ils ont une reproduction de leur système d'information au niveau de leur laboratoire, mais qu'à ce stade, on a toujours quelque chose dont on n'a pas encore fait la preuve du concept, que ça peut être déployé sur toute une enseigne. On a juste fait la preuve de concept que ça peut marcher sur une caisse enregistreuse. D'accord. Donc ça, quel est l'avantage que vous cherchez en faisant ça? C'est un petit peu démystifier le sujet? Alors c'est un avantage qui est propre à notre activité. On touche donc à la caisse enregistreuse qui est vraiment le cœur du réacteur pour les enseignes. À partir de là, la première chose qui nous incombe, c'est de leur prouver que notre solution est complètement bénigne par rapport à leur univers d'encaissement. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment cette première étape, ce passage obligé au niveau du laboratoire, prouver que ce qu'on a ne va pas détériorer l'existant. D'accord. Donc ensuite, une fois que cette preuve est faite, donc tu me disais quand on a préparé la table ronde que vous passez à la deuxième étape. Alors toi tu l'appelles pilote, on ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais donc vous passez sur une phase d'expérimentation live sur un ou plusieurs points de vente. Oui, c'est le fameux pilote. Donc effectivement, on va sur 1, 2, 3 points de vente. On choisit les points de vente avec minutie. L'idée, c'est d'avoir des points de vente qui vont être symboliques des résultats qu'on veut obtenir sur ces premiers pilotes. Donc typiquement, on va avoir par exemple un point de vente en centre-ville, un point de vente en centre commercial, un point de vente en campagne. On en prend quelques-uns. Et on va déployer notre solution sur un nombre restreint de magasins. D'accord. Donc là, c'est la première
la première interaction à proprement dire avec le SI de vos clients? Bah là, on est sur un SI au sens plus large, c'est-à-dire on a augmenté en termes de transversalité notre pénétration dans l'enseigne. On a commencé effectivement par un angle qui est tout petit, qui est celui de l'encaissement. Et pour pouvoir aller du test en labo vers le pilote, il faut nécessairement avoir d'autres interlocuteurs, typiquement la sécurité, ce qu'on appelle le RSSI des enseignes, le responsable sécurité des systèmes d'information, qui va devoir valider que la solution peut bien être pluguée sur l'enseigne. On a également toutes les équipes CRM qui vont nous produire en fait la donnée sur laquelle on va pouvoir travailler. Donc, pour préparer le pilote, on commence effectivement à s'intégrer avec le SI au sens plus large. Dans SI, j'entends CRM, j'entends système de sécurité et tout ce qui va au-delà de ce qu'on aura pu faire au départ sur un laboratoire. D'accord. Donc là, je vais me tourner vers Guillaume parce que de ce que j'entends de Romain, à ce moment-là, on commence à ouvrir un petit peu le champ sur une transversalité des métiers. Alors certes, il y a le SI qui reste au cœur du sujet, puisqu'on parle de CRM, mais donc derrière, il y a le marketing et la relation client. On parle de SI au sens plus sécurité du terme. Donc Guillaume, toi, tu as eu, je pense, tu as un rôle dans ce type de projet, quand on parle de ce que tu as fait sur ce sujet-là chez Decathlon, qui a un rôle aussi de coordonner un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous dire quelle a été ton approche sur cet aspect-là? Effectivement, je pense que c'est important pour la startup d'avoir un point d'entrée qui va suivre le projet dans son ensemble et qui va pouvoir faire les mises en relation aussi entre les différents acteurs. Moi, j'avais la chance d'être déjà au sein des équipes CRM, donc au moins pour ce côté-là, c'était facilité. Par contre, il restait la mise en relation avec toutes les équipes d'encaissement, la mise en relation avec toutes les équipes sécurité. Et du coup, j'ai toujours participé à cette mise en relation et à suivre le dossier, on va dire, dans son ensemble, de façon à ce que pour Romain, la connexion soit fluide et que le niveau d'information soit le même à chaque fois. D'accord. Donc ce qui veut dire que au-delà d'un enjeu d'urbanisation, si on prend des grands mots, du SI et de la capacité de la start-up à s'intégrer là-dedans, il y a un très très gros enjeu qui est de coordination des différents interlocuteurs, de leur rôle au sein de la gestion des SI dans la boîte, et que ce rôle-là, s'il n'y a pas un pilote, comme c'est le cas pour toi, ça veut dire qu'il se déporte sur la start-up et que ça peut être beaucoup, beaucoup plus compliqué pour avancer de manière fluide et rapide. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ok. Et je confirme effectivement que sans ce qu'on appelle un product owner, hein, puisque c'est finalement ça le terme, il est quasiment impossible d'avancer dans une grande enseigne. Donc c'est effectivement un élément central de la pénétration d'une start-up au sein d'un grand compte. Ok. On va accueillir Franck qui est arrivé entre-temps. Bonjour. On s'adapte en termes de déroulé. Donc Franck, donc on a commencé. Est-ce que tu peux, en une minute, te présenter, expliquer ce que vous faites chez Click2Buy? Donc Franck, cofondateur de Click2Buy. Notre solution est une solution de marketing digital qui est vendue à nos marques, aux industriels qui ont des très belles marques. Et c'est une solution de where to buy. Donc, c'est-à-dire que nous allons orienter les consommateurs qui vont être intéressés par les produits de la marque vers le distributeur qui a le produit spécifique de la marque référencé en vente dans son e-shop ou en click and collect ou même dans son magasin physique. Ok, super. Ce que je te propose, je continue à dérouler un petit peu le sujet, je ne pouvais pas ne pas t'accueillir, et puis on revient vers toi, et puis n'hésite pas à intervenir si tu as des réflexions. Je me tourne à nouveau vers toi, Romain. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez spécifique dans ce que vous proposez à vos clients. C'est que vous êtes vraiment sur un modèle SaaS pur et dur, et je pense que ça a un impact sur la manière dont vous vous intégrez au système d'information. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'impact et quel est ce choix? Et en même temps, tu me parlais d'une question de timing et de projection entre ce que vous proposez aujourd'hui, qui est vraiment la démat du ticket de caisse, et la vision globale que vous avez à terme et qui rend nécessaire votre interaction très forte avec le système d'information. Alors effectivement, je pense que ça, c'est un point qui est absolument crucial dans l'évolution des grands comptes avec les startups. C'est le fait
d'avoir comme prestataire un prestataire qui agit en mode SaaS. C'est finalement pas si fréquent que ça chez les retailers brick and mortar. Et ça a pour impact la chose suivante, c'est que le raisonnement classique d'une enseigne, c'est de regarder le coût au mois de la solution SaaS, de calculer sur 3 ans combien ça fait, et de se dire, alors, est-ce que si je le développe tout seul, ça va me coûter plus ou moins cher? Et ça s'arrête là. Et l'évolution des mentalités, elle consiste à dire, bah non, si je prends une solution SaaS, tout d'abord, elle est disponible immédiatement. Et ensuite, il y a une chose qu'on oublie régulièrement, c'est que cette solution SaaS, elle va évoluer avec des services supplémentaires qui ne seront pas forcément plus chers. Et enfin, la solution sera de plus en plus robuste. Donc ces 3 paramètres sont absolument essentiels dans la manière d'appréhender en fait, une solution SaaS de type startup et dans les changements de mentalité. Ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, nos clients, quand on va dans un univers d'encaissement dans une enseigne, on est sur des personnes d'une génération qui en général est supérieure à 40 ans, on va dire. On est rarement chez des jeunes professionnels. Donc on a une manière de penser qui est encore une manière de penser de type licence. Et nous, on arrive avec une manière de penser qui est une manière de penser SaaS. J'ai un abonnement mensuel, j'ai un service qui va évoluer, j'ai un service qui est disponible tout de suite. Et le dernier aspect de la question, c'est que quand on a un service SaaS, il y a un aspect sécurité. Et en l'occurrence, je ne vais pas parler pour toutes les startups, mais en ce qui nous concerne, les caisses enregistreuses sont connectées à un cloud. Donc on va sortir, entre guillemets, des données pour qu'elles soient traitées sur un cloud. Et ça, c'est l'élément central de la réflexion de l'enseigne, c'est est-ce que je vais faire confiance à cette startup pour qu'elle puisse traiter ma donnée, qui est encore une fois la donnée qui sort du cœur du réacteur. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en elle? Est-ce que sa sécurisation des process est suffisamment forte? Est-ce que j'ai les moyens d'évaluer et d'auditer ces process? Et ça, ce sont toutes les questions que les enseignes doivent se poser en lieu et place de la question initiale dont je parlais, qui est combien ça va me coûter sur 3 ans. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de répercuter une question cruciale des années 2000, combien ça va me coûter sur 3 ans, sur une autre question, c'est est-ce que je peux sortir ma donnée pour qu'elle soit mieux traitée, de manière plus robuste? Est-ce que c'est sécurisé? Et du coup, en fait, on fait un changement de paradigme qui est très fort et qui est probablement la clé du succès, je pense, de la question du fait que les grands groupes puissent travailler avec des startups. Et donc, ce que tu me disais, que tu n'oses pas forcément mentionner là, c'est que bon, donc, ça fait quelques années que vous travaillez sur la démat du ticket de caisse, donc vous avez eu le temps de vous préparer en termes de robustesse et que vous êtes techniquement assez solide et vous avez des socles extrêmement forts. Et ce que tu as constaté, c'est que finalement, vous avez décidé à un moment donné de ne plus transiger sur votre positionnement et sur ce positionnement en particulier. Oui, ça c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'au départ, quand on commence sur du SaaS, on est vite tenté par les enseignes de faire de la prestation. Parce qu'au fond, elles vont progressivement casser toutes les briques SaaS pour essayer de les faire basculer sur des briques spécifiques. Et donc le gros enjeu pour moi, c'est d'être intransigeant sur cette question-là et dire non, on reste sur un mode SaaS, on va mettre toute notre énergie sur comment sécuriser ça et faire en sorte que tout le monde soit rassuré. Donc, absolument. Donc si je synthétise à ce stade, donc, parmi vos particularités, ce mode SaaS, qui plus est sur une donnée qui est une donnée extrêmement sensible, donc que vous êtes amené à sortir chez vos clients, donc sur lesquels ça vous amène à être très très challengé sur la sécurité de vos systèmes. Et une autre particularité qui est cette vision globale que vous avez à terme et qui fait que vous embarquez, et une des raisons pour lesquelles vos clients vous suivent, c'est parce que vous les embarquez dans une aventure qui n'est pas que la démat, mais tout ce que la démat va permettre à terme. Oui, il y a une notion de confiance qui est très forte, c'est un produit à T égale 0, et un produit à T égale 1 an, et un produit à T égale 2 ans. Il faut vraiment qu'on puisse nous faire confiance. La confiance, ça se gagne, donc nous, on a aussi à montrer que tous les 6 mois, on produit les innovations qu'on a promis. Et donc la relation, elle s'effectue vraiment comme ça, c'est je délivre, et en échange, on avance d'un pas à chaque fois avec les enseignes. Donc un socle très très solide technologiquement, techniquement parlant, et des itérations, mais sur le produit. Donc, aucun compromis sur la technique, des itérations plutôt sur la valeur ajoutée qui est fonctionnelle en fait. Il y a effectivement un peu d'arrogance là-dedans, c'est-à-dire qu'on considère qu'on maîtrise très bien les technos robustes et on ne veut pas nous en voir imposer des moins robustes entre guillemets. Donc on ne fera pas le compromis de rétro-pédaler ou de downgrader la solution pour une enseigne. Et là-dessus, effectivement, on est devenu assez intransigeant, à tel point que souvent, pour déployer, et ça répond à la question d'avant à nouveau,
Alors, c'est pas le cas chez Decathlon, parce que pour le coup, on a une enseigne qui est extrêmement bien câblée. Mais pour déployer, souvent, c'est nous qui attendons nos clients afin qu'ils soient prêts pour que le déploiement puisse se faire. Typiquement, on va attaquer un CRM très fortement, il faut qu'il puisse tenir la charge. On va attaquer un proxy très fortement, il faut qu'il puisse tenir la charge. Et ça, chez nos clients, ce n'est pas souvent le cas. Parce que ça génère beaucoup de volume de données en échange avec vos systèmes. Voilà, et c'est souvent... C'est rien, c'est à côté, t'inquiète pas. C'est souvent... Il y a souvent une sorte de minoration en fait, des effets de la dématérialisation des tickets de caisse. Une fois que la démat, et ça Guillaume pourra vous en parler, une fois qu'elle est dans l'enseigne et qu'elle est pratiquée auprès des clients, c'est une lame de fond que beaucoup n'ont pas vu venir. Je pense que Guillaume pourra en dire beaucoup plus là-dessus. On t'oublie pas, hein, Franck, je viens à toi juste après, on en finit sur ces sujets-là. Donc Guillaume, est-ce que tu peux donc rebondir là-dessus, quelle est ta vision? Et après j'aurai une autre question pour toi. Alors effectivement, dans l'intégration, ça s'est bien passé. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Merci du compliment sur le SI, mais je pense qu'on est loin d'être parfait. On a encore beaucoup de travail. En tout cas, on avait commencé son ouverture et ça nous a grandement facilité le travail, en particulier sur le côté CRM. Et après, ce qui a surtout fait la réussite aussi, c'est la réactivité de Limpidus, qui a su, au fur et à mesure des itérations, suivre aussi nos demandes d'amélioration, et on a construit ensemble la solution. Et je pense que ça a participé aussi à l'avancée du projet. Et ensuite, concernant ce que tu disais sur la lame de fond, on a malgré tout, les premiers jours, été confrontés à des volumes d'appels API qu'on n'avait pas forcément prévus, puisqu'on a très vite eu 20% de nos tickets de caisse qui passaient en dématérialisation. Ok, carrément. Sur l'ensemble du pays, je vous laisse imaginer les volumes que ça représente. Donc, de ton point de vue de client de la startup, c'est donc un savant dosage entre tenir le cap de la vision et avoir une notion de co-développement et d'itération sur les sujets que vous portiez. Avant de passer la parole à Franck, il y a quelque chose qui m'intéresserait aussi, sur lequel on avait échangé en amont. C'est, tu m'as mentionné que entre le pilote sur un magasin et le déploiement national, il y a eu des petits calages, il y a eu des choses que vous avez découvertes sur des modes de fonctionnement qui ne sont pas toujours les mêmes. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière vous avez appréhendé ce déploiement global et quels compromis vous avez été amené à faire finalement pour réussir à déployer rapidement? Donc effectivement, à partir du moment où on a été en pilote, on a forcément découvert des petites choses auxquelles on n'avait soit pas pensé, soit qu'on avait pensé d'une façon, mais que la réalité n'était pas tout à fait la même. Donc c'était aussi tout l'intérêt du pilote. Et puis au moment de déployer, tout n'était pas encore parfait. Par contre, pour nous, le deal de base était là, la solution fonctionnait. Donc même s'il y avait encore des réglages à faire, on a décidé quand même de la déployer sur l'ensemble du pays, et ensuite d'itérer et de continuer à l'améliorer. Et ça, en tout cas, ça a été, je pense, la plus grosse source d'incompréhension en interne de certaines personnes qui ont dit « Ah mais je comprends pas, vous avez lancé ça, c'était pas fini ». Bah oui, mais en fait c'était tout le principe, et c'est parce qu'on l'a lancé sur toute la France aussi qu'on a découvert de nouvelles choses à améliorer, parce qu'aucun magasin n'est le même. Et par exemple avec la RFID, on s'est un peu arraché les cheveux parfois, parce que des configurations de magasins créent certaines interférences, et une fois qu'on les a découvertes, on n'a plus les règles et on n'aurait jamais pu l'anticiper de toute façon. D'accord, donc vraiment une grosse spécificité et ce souhait de continuer et d'aller assez vite qui vous a amené à faire des compromis sur on va dire le fait de ne pas attendre la qualité absolument parfaite en termes de déploiement, mais d'avancer un peu pour le coup là en mode start-up, de se dire ok, on va avancer et régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils vont se présenter à nous, parce que le socle de base tient suffisamment la route. C'est ça, et en fait je pense que c'est là où est le vrai enjeu. C'est que pour travailler avec une startup, il faut accepter aussi pour un grand groupe de rentrer dans ce mode d'itération, sans quoi ça ne sera pas possible, parce qu'on attendra très longtemps la solution parfaite. Et donc, y compris sur le SI, pas que dans la philosophie en fait. Oui, tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Franck, je vais me tourner enfin vers toi. Donc, Franck, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, par quelle clé d'entrée tu rentres chez tes deux types de clients, finalement, d'interlocuteurs? Donc, tu nous as expliqué tout à l'heure que tu as d'un côté des annonceurs, les marques,
et d'un autre côté des retailers. Est-ce que ça se passe de la même manière avec les deux ou sinon, quelles sont les différences entre les deux approches? En fin de compte, ça va au rythme de l'un et de l'autre. Et on va parler de rythme, c'est selon le SI de l'un ou de l'autre, selon les problématiques du moment de l'un ou de l'autre. Il faut savoir que les distributeurs ces dernières années ont été très impactés et ont remis en place des SI hyper performants, l'omnicanalité, le click and collect, etc. Ça fait que les ressources internes étaient fortement prises pour des sujets colossaux et stratégiques pour eux. Et donc nous, start-up, on est venu se greffer dans ce SI au rythme de leurs possibilités. Donc ça, il faut aussi accepter ce temps. Le temps de la start-up n'est pas forcément le temps de la grande entreprise, Oui. mais on y arrive et on arrive à se plugger facilement dès que, en interne, au niveau du retailer ou bien de la marque, il y a cette sensibilité et de dire bah oui, ça peut nous apporter quelque chose et comme ça va nous apporter quelque chose, on prend du temps pour. D'accord. Donc si je prends, alors on va dérouler dans l'ordre, si je prends la marque, quel est votre interlocuteur type dans une marque, s'il y en a un, et après comment est-ce que vous remontez le fil vers le SI? Alors nous, les interlocuteurs chez les marques, ce sont en général les personnes du marketing ou du commerce Ouais. qui vont acheter notre solution. Et après, on a deux interlocuteurs, ce sont les interlocuteurs techniques en interne ou en externe. Donc c'est en général ceux qui gèrent les intégrateurs. les intégrateurs Ouais. qui gèrent leur site internet ou leurs agences de communication qui vont utiliser notre solution dans leur communication externe sur des bannières publicitaires ou autres. Et donc on est confronté à ces deux types de personnes et de services qui ne sont pas aussi sur le même rythme et qui n'ont pas aussi les mêmes priorités que leur donneur d'ordre, c'est-à-dire le client, notre client. Et donc on se place dans ce rythme. C'est plus ou moins long, certains ça peut aller très très vite et d'autres il faut insister. Et on a même été jusqu'à intégrer dans nos conditions générales de vente un délai de 2 mois pour pouvoir commencer à facturer notre service pour forcer les marques à déployer nos solutions le plus rapidement possible. Donc ça, c'est très intéressant. À partir du moment où la direction marketing, par exemple, donne son accord et dit « Ok, on commence avec vous », elle signe le bon de commande, 2 mois après, quel que soit le résultat, que vous soyez déployé, pas déployé, live, pas live, vous commencez à facturer. Exactement. Et en fin de compte, c'est pas nous, start-up, c'est pas nous, petite entreprise, entre guillemets, qui sommes toujours à la traîne. C'est plutôt l'inverse. Et donc, on est là pour les faire progresser. Et pendant ces 2 mois, on est en accompagnement permanent, soit vers leurs agences techniques ou agences de communication, pour déployer la solution. Et on voit en général qu'en les accompagnant, ça accélère le temps. Et puis, quelquefois, il y a d'autres priorités qui viennent rétrograder, entre guillemets, la priorité de notre projet. Et là, la clause des 60 jours vient nous aider pour pouvoir commencer à vivre. Quel est le temps moyen? Tu as un temps moyen en tête? Est-ce que ça arrive souvent de déclencher cette clause ou finalement, est-ce que ça met quelque part une pression suffisamment forte pour vous aider à rester dans les priorités hautes? Alors, le délai de click-to-buy sur un projet en déploiement, c'est entre 5-6 jours jusqu'à une quinzaine de jours. Donc ça, c'est votre délai rapide, interne à vous, ça? en interne. Ouais. Et on a déployé 3 fois cette année la clause des 60 jours. C'est exceptionnel. 3 fois, c'est peut-être plus exceptionnel, mais on l'a fait 3 fois. Les clients sont d'accord, ils constatent. On les accompagne, donc ils savent très bien que cette clause existe. Et à un moment donné, c'est quelques semaines après, on va dire 1 mois maximum après que c'est 60 jours que le projet est live de toute façon. D'accord. Donc là, tu nous parlais des marques. Est-ce que côté enseigne, c'est la même chose ou le chemin est différent? Alors côté distributeur, on a une autre approche, c'est que ce sont des partenaires, ce n'est pas du chiffre d'affaires pour nous. Ouais. D'accord? Ils nous apportent de la donnée, cette Ouais. donnée qui va nous permettre de créer le service. Et donc, on est au rythme du partenaire, du distributeur. Qui dit le rythme, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont, dans leur base de données, déjà structuré des flux pour nous apporter l'information. Donc là, en quelques clics, allez, sur une semaine, hop, on ouvre des FTP, on ouvre des liens, facile à obtenir. C'est quel type de données pour que tout le monde se rende bien compte? Alors pour nous, on récupère l'information, disponibilité des produits par point de vente. C'est-à-dire en click and collect, bon, sur leur e-commerce, c'est relativement facile, mais en click and collect, donc point de vente par point de vente, et aussi par magasin. Pour certains, ils nous fournissent la donnée magasin par magasin de la disponibilité des produits. D'accord.
Et donc ces informations, elles sont présentes. Quelquefois, elles sont présentes, mais pas centralisées. Ouais. On peut pas voir avec, par exemple, les franchisés, qui n'ont pas les mêmes systèmes d'information que les intégrés. Voilà, Ouais. donc remonter l'information au siège pour la redistribuer, c'est pas toujours facile. Donc on s'adapte. Et à l'arrivée, on a des relations avec les distributeurs, des partenaires qui ont commencé il y a quelques semaines et on commence déjà à avoir des flux parce qu'eux sont prêts. Et il y en a certains, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années. On les accompagne, on est là présent et puis à un moment donné, ils reviennent vers nous en disant on est prêt, c'est bon, on est prêt, tout ce qu'on avait à faire avant c'est fait. Voilà, vous avez accès au flux. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a finalement un très très grand écart de situation et que une de vos forces, c'est d'être capable de rester un petit peu à l'affût et de déployer rapidement, vu les temps que tu nous mentionnais tout à l'heure, une fois que le distributeur est prêt de l'autre côté. Exactement. Ce qu'on ne peut pas changer, accepte-le. C'est une des règles. On ne peut pas les changer, mais ils évoluent. Et à un moment donné, ils se préparent. Ils savent que le digital, cette partie de système d'information centralisé, l'information, la data était hyper importante. Donc ils ont des projets de big data, d'intelligence artificielle, ils ont plein de projets partout. Ils ont besoin de cette data, donc il faut la centraliser quelque part. Et donc dès qu'elle est prête, dès qu'ils ont structuré leur SI là-dessus, eh ben, ils peuvent la mettre à l'extérieur ou la garder en interne. Mais en général, quand ils voient l'intérêt de notre solution, entre autres, pour leur amener du trafic gratuitement, qui est financé par les marques, en général, ils nous la donnent. Donc le deal, on est bien d'accord, donc chez vous, c'est donc tu t'intègres au SI d'une marque, tu crées de la donnée autour des produits, tu ensuite vas chercher de la donnée point de vente et tu amènes un flux de la marque vers le point de vente et c'est ce qui te permet d'être, on est bien d'accord, hein, d'être écouté par les retailers parce que, comme tu le dis, tu vas leur apporter du flux gratuit. Exactement. Et il y a quelque chose qui marche aussi très bien, c'est que comme c'est la marque qui va valoriser ses distributeurs vis-à-vis du consommateur, parce que c'est le consommateur au final qui voit notre solution, eh bien, il ne comprendrait pas, par exemple, qu'un Leroy Merlin, sur une fiche technique de Legrand, soit présent Monsieur Bricolage, mais pas Castorama ou pas Weldom ou autre. Donc, à un moment donné, il y a aussi cet effet d'entraînement. Oui. Si j'y suis pas, c'est dommage, parce que je n'en bénéficie pas. Je laisse la place à mes concurrents finalement. Exactement. Donc ce que tu nous dis, c'est que, et c'est là que ça vous permet, vous, d'être patient, c'est que peut-être les plus durs à implémenter ont été les premiers, Exactement. ou peut-être pas, tu peux me dire que non, peut-être parce qu'ils étaient prêts et qu'ils avaient compris, mais que derrière, l'effet de concurrence, de compétition fait que les autres vont suivre. Exactement. En fait, quand on apporte de la visibilité et à un moment donné, ils comprennent la mécanique et donc naturellement, ils viennent. Mais on est patient, comme tu l'as dit, on est patient parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas maîtriser. Ouais. Et donc, ce que tu disais, toi, une des différences que je remarque par rapport à ce que disait Romain tout à l'heure, c'est que finalement, vous avez choisi, parce que vous avez des typologies, si je prends les retailers en face de vous, des typologies très différentes entre des franchisés, entre des SI très centralisés ou pas, vous avez choisi, vous, de vous adapter au contexte de l'enseigne que vous avez en face de vous, contrairement à Romain qui, sur le produit qui est différent, hein, qui peut-être se justifie, a décidé, a choisi de tenir une ligne directrice qui est extrêmement forte. Oui. Nous, on est obligé de s'adapter. Cette donnée, c'est la base de notre service. Donc, on s'adapte et on prend le temps qu'il faut pour la collecter d'une certaine façon. D'accord. Le temps passe, donc on va se diriger tranquillement vers la conclusion. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table de conclusion. Finalement, quel est si je reprends par toi, Romain, quel est ce que tu retiens vraiment, le message clé que tu souhaitais passer aujourd'hui et qui te semble le plus important, le plus représentatif? Il y a un mot-clé en ce qui me concerne, c'est itération. Et je pense que c'est, en tout cas dans notre activité, le mot le plus important, arriver à convaincre une enseigne de procéder de manière itérative, de commencer avec une première brique du produit et ensuite d'évoluer, de construire sur cette brique. Si on se met en mode projet, travailler avec une start-up me semble compromis. Si on accepte la méthode itérative, je pense que c'est jouable. Merci. Franck, vas-y, on terminera. Je vais compléter. Aujourd'hui, on a plus de 300 marques qui sont clientes
Et je reprendrai le message de tout à l'heure, c'est que ces 300 marques nous apportent des idées pour faire évoluer notre solution. Et cette solution bénéficie à toutes les marques, à tous les clients. Et c'est ça aussi le mode SaaS, c'est le mode de la startup, c'est avec cette typologie de produit, c'est que tout le monde bénéficie de tout ce qui se fait dans la startup et donc du service qui s'améliore au fur et à mesure, sa robustesse, ses services complémentaires. On peut même, à l'écoute de nos clients, créer des nouveaux services, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que comme on est proche d'eux dans l'intégration et dans leur accompagnement, on découvre aussi des nouvelles voies, des nouveaux services qui sont possibles. Et entre autres, aujourd'hui, on est en train de développer 2 choses et qu'on n'avait pas imaginé au tout début. Voilà, c'est la présence avec l'un avec l'autre qui nous permet de nous enrichir. J'y souscris. Merci Franck. Guillaume? Du coup, je pense que effectivement, comme ça a été dit, le plus important, c'est d'être en mode dans un mode de coopération, en tout cas, où l'un et l'autre va s'y retrouver. Et c'est cette complémentarité justement qui va être intéressante, qui va faire gagner du temps, à la condition que le grand groupe accepte aussi de se mettre dans un autre mental, une autre façon de travailler en lien avec les startups. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, déjà j'ai été finalement extrêmement surpris en préparant cette table ronde du fait que le challenge ne se situe pas forcément dans le sens qu'on peut penser a priori. C'est-à-dire que on a pu constater dans les échanges qu'on a eus avec vous aujourd'hui que finalement c'est beaucoup plus la start-up qui challenge le grand compte sur les SI. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Les grands comptes, on a bien compris qu'ils sont extrêmement vigilants sur la sécurité des données qu'ils laissent sortir, sur la protection des données personnelles. On n'est pas forcément rentré dans les détails, mais quand il y a de la donnée personnelle qui sort, forcément, vous, start-up, vous êtes extrêmement challengé là-dessus. Mais ce que je retiens aussi, c'est que vous avez, vous, start-up, créé des opportunités face aux grands comptes sur justement cette approche SaaS, face à des intégrateurs qui pourraient développer des produits sur étagère. Le fait de dire on mutualise une approche qui est une approche commune et on va itérer un produit avec de la fonctionnalité qui va être commune à tout le monde, c'est aussi ce qui vous permet d'exister. Et ce n'est pas purement un enjeu de SI, c'est un enjeu plus global que ça, de modèle économique en lien avec le SI. Donc c'est peut-être ça un petit peu que j'ai envie de retenir comme conclusion et qui, je pense, synthétise plutôt bien la qualité de nos échanges. En tout cas, messieurs, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de partager avec nous, en toute franchise, je pense. On tient parfaitement le timing, n'est-ce pas, Jean-Paul? Et donc, on va te laisser la place à nouveau pour la prochaine table ronde, je pense. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Bonne journée. Merci Sam. Juste un petit focus sur la French Tech, parce qu'on avait quand même la chance d'avoir à la table un représentant de Click2Buy qui est un des 15 Pass French Tech de la métropole lilloise. Le Pass French Tech, c'est une entreprise qui, sur 3 années de suite, fait 100% de croissance de son chiffre d'affaires. On aurait dû avoir également Colliweb. Malheureusement, le représentant de Colliweb n'a pas pu être là aujourd'hui. Et puis, on peut se dire que Limpidus, vu la qualité de leur offre, eh bien, vraisemblablement qu'on les trouvera un jour dans le palmarès. Donc, on va enchaîner sur la table ronde suivante. La table ronde suivante, elle est liée au commerce de proximité, parce qu'on l'a vu, il y a tout un tas de technos. On le voit quand Decathlon est là, voilà, il y a une ingénierie de système d'information qui est très forte. Mais on peut se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter dans les commerces de centre-ville pour donner une expérience client qui se rapproche de celle que ces clients ont habituellement avec les retailers. Alors on pense au paiement en ligne, à la commande, au click and collect. Donc pour travailler sur ces... Je vais appeler Vincent Lecomte, qui est à la préfecture de région Hauts-de-France, qui est en charge du plan de redynamisation des centres-villes, qui va nous exposer, je vous en prie, asseyez-vous Vincent, qui va nous exposer les raisons de ce plan. Ensuite, j'ai appelé Jacques Staquet,
Jacques Staquet de la société Hyper, qui a mis en place une plateforme qui organise des livraisons collaboratives. Christophe Rosenthal, Bifid. Bifid est une plateforme de fidélisation pour les commerces de centre-ville. Et puis, Andrea a fini d'installer son kakemono. Donc, Andrea Jacquemin, société Bimi, qui fait une plateforme qui est un petit peu entre les deux, hein, qui est initialement dédiée au grand du retail, mais on le verra, qui a du sens aussi dans les commerces de centre-ville. Messieurs, je suis très content de vous avoir. Alors, désolé Vincent, mais je suis très content d'avoir ces 3 startups parce que, en fait, vous êtes des purs produits French Tech. Pourquoi vous êtes des purs produits French Tech? Parce que, je pense notamment à Jacques. Jacques, vous avez grandi dans une ruche, et puis là, vous venez d'intégrer Blanche Maille, l'incubateur e-commerce de Lamel. Christophe, vous êtes à Blanche Maille depuis le début de l'année. Vous venez d'un grand compte local, enfin d'une grande société de marketing. Et puis, Andrea, vous avez grandi dans l'écosystème et puis vous êtes actuellement accéléré au Picom, si je me rappelle bien. Donc tout ça, on voit aussi que on parle souvent de parcours client. Nous, dans la French Tech, nos clients, c'est les startups et on essaye de faire attention à ce que vos parcours vous permettent de croître le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Sans le compte, il y a eu une prise en compte. Hein. C'est vrai que quand on se promène dans certaines villes, on voit qu'il y a des vrais problèmes de désertification des villes, de cellules commerciales qui sont fermées, où fleurissent également des magasins éphémères ou alors de nombreuses boutiques de téléphonie mobile et autres. Et ça, c'est un marqueur de certaines difficultés du dynamisme de centre-ville. Donc il y a un plan qui a été mis en place. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Parce que je crois que ce plan, alors là on va beaucoup parler numérique, mais ce plan ne parle pas que de numérique. Non, le plan est beaucoup plus global, effectivement. Le constat qui est fait, c'est que dans un certain nombre de villes, et particulièrement dans les villes moyennes, on a un phénomène de décroissance ou de difficultés qui se font jour. Et du coup, de façon à quand même maintenir un équilibre dans l'aménagement du territoire, une présence de la population dans un certain nombre de lieux qui ne soient pas uniquement les métropoles, le choix a été fait par le gouvernement, effectivement, de lancer un programme de revitalisation des centres-villes avec un objectif très concret de veiller à ce que, alors je vais prendre plutôt la focale commerce pour le moment, mais de veiller à ce que le commerce de centre-ville puisse redevenir attractif comme il a pu l'être il y a quelques années. Les modes, c'est le témoignage de la matinée, hein, vous l'avez bien montré, les modes de consommation évoluent de façon très importante et l'enjeu aujourd'hui pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que le commerce de centre-ville, ça existe aussi, tout comme le commerce de périphérie, mais que ces flux de centre-ville se massifient à nouveau. Pour se massifier, en fait, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs approches qui sont envisagées. Le premier enjeu, c'est notamment de réinvestir l'habitat en centre-ville. Il y a un certain nombre de villes qui sont confrontées à une forme de désertification parce que c'est plus simple, c'est moins cher de se loger en périphérie. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que on puisse à nouveau se loger en centre-ville. Et c'est particulièrement vrai, par exemple, alors traditionnellement sur les populations jeunes, mais aussi, par exemple, sur les populations âgées. Donc, comment est-ce qu'on adapte l'habitat demain pour faire en sorte que
des personnes puissent réinvestir le centre-ville, réhabiter en centre-ville et créer les flux de consommateurs et de population qui sont nécessaires. Le commerce, j'en ai un petit peu parlé, et puis c'est d'une façon plus globale, puisque le plan se veut extrêmement transversal, c'est faire en sorte que dans certaines villes, par exemple, qui ont des flux touristiques, et ben, que ces flux touristiques, on leur propose des approches intéressantes, innovantes, en utilisant le numérique, en utilisant un parcours dans la ville qui soit mobilisateur, etc. etc. C'est la notion aussi, par exemple, de grands équipements, c'est-à-dire qu'un certain nombre de services sont attachés à ces pôles de centralité, à ces villes moyennes, et faire en sorte que ces pôles se maintiennent, voire se développent, voire qu'il y en ait des nouveaux. Alors ça peut être une patinoire, ça peut être une piscine, ça peut être un théâtre. Un théâtre, c'est aussi un outil qui permet, par exemple, aux gens d'aller dîner ou d'aller faire quelques courses avant, etc. etc. Et c'est évidemment aussi tous les services, vous l'avez évoqué, l'agrégation aujourd'hui qui se fait entre la distribution de produits et la fourniture de services en parallèle. Eh bien, c'est par exemple sur tout ce qui est accès aux soins ou des choses comme ça qui sont très souvent concentrés plutôt dans les villes moyennes et qui génèrent des flux. Merci Vincent. Alors, vous l'avez dit, le volet numérique est important, notamment dans cette notion de création de parcours. Christophe Rosenthal, vous êtes cofondateur de Bifid. Dites-nous en plus sur l'offre de valeur de votre entreprise en lien avec ces enjeux de ramener du flux vers les commerces de centre-ville. Alors effectivement, on a fait le constat comme beaucoup de la désertification des centres-villes, de la nécessité du commerçant à se digitaliser, à se doter de nouveaux moyens. Alors le premier, ça va être de se rendre visible, parce qu'un commerçant doit se rendre visible, montrer qu'il existe. Ensuite, ça va être de proposer des outils de fidélisation, de pouvoir animer ses clients, de pouvoir aussi communiquer avec lui, parce qu'aujourd'hui, même si le commerçant montre qu'il existe, il doit expliquer ce qu'il fait, il doit créer du mouvement dans son commerce. Alors, Bifid s'adresse vraiment à tous les commerces de proximité indépendants, alors qu'ils aient un point de vente ou qu'ils soient aussi mobiles. C'est-à-dire qu'on va aussi bien travailler avec quelqu'un qui aurait un salon de coiffure qu'avec un food truck ou quelqu'un qui ferait des marchés. Donc on veut vraiment promouvoir tous ces commerces parce que c'est eux qui créent ce tissu social et de l'activité dans nos centres-villes. Alors, vous savez que nous, dans les incubateurs, on a l'habitude de challenger les startups, de vous aider à pivoter, comme on dit. Ce que vous me décrivez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plateformes qui font ça. En quoi vous vous différenciez des autres ? Alors déjà, la première chose, c'est que dans ce que je venais d'expliquer, on s'adresse vraiment à tous les commerces de proximité indépendants. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller travailler avec les grandes enseignes, les franchises, on veut vraiment travailler avec ces petits commerces qui, eux, ont besoin de se doter des outils que les grandes distributions ou les grandes franchises ont déjà. Donc c'est de leur mettre vraiment à disposition ces outils-là. On s'adresse aussi bien aux consommateurs digitaux qu'aux autres consommateurs, parce qu'on a une partie de la population qui n'aura jamais de téléphone ou qui n'accepte pas cette digitalisation. Donc on leur propose vraiment le côté physique et aussi le côté digital. Et le côté adapté à tous les commerces. C'est-à-dire que lorsqu'on a développé Bifid, on s'est dit, les commerces de proximité, il y en a pléthore. Et qu'il fallait vraiment trouver quelque chose qui puisse s'adapter à toutes leurs activités, que ce soit simple, qu'on prenne en compte le fait qu'un commerçant, potentiellement, il n'est pas digital, il n'est pas formé, il ne le sera peut-être jamais. Donc il faut que ce soit très simple à mettre en place et très simple à utiliser dans son quotidien. Donc on est vraiment parti là-dessus et de lui donner des outils de communication. Alors tout à l'heure, Jean-Paul, vous expliquez que mon associé et moi avons une expérience dans le marketing. Effectivement, on a travaillé dans une très grosse société qui a travaillé pour des très grandes enseignes internationales. Et cette expérience et le travail que ces grandes enseignes font aujourd'hui d'un point de vue global, on s'est dit, ça, on va l'apporter au commerce de proximité de manière ultra simplifiée pour qu'eux aussi aient les mêmes outils que ces grandes enseignes
mais adapté à leur activité et surtout à un budget aussi adapté à ces personnes. Alors, dans le plan de redynamisation des centres-villes, il y a vraiment un volet transition numérique des commerces. En quoi votre solution, enfin, plus que votre solution, c'est parce que c'est plus qu'une application, c'est une démarche. Et donc, en quoi votre démarche contribue à cette transition numérique des commerces et quels sont les freins auxquels vous vous heurtez? Alors, on facilite la transition par un outil très très simplifié sur lequel on ne nécessite pas de formation de plusieurs heures, de plusieurs jours. En plus, Bifid se met en place en moins de 15 minutes chez le commerçant, le temps de rédiger quelques informations pour le rendre visible et de mettre en place son programme de fidélité par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. Le coût, bien sûr, faut qu'il soit adapté et il faut que ce soit un facilitateur. Si on arrivait avec une solution très chère, très onéreuse, on ne s'adresserait qu'à certains commerçants. Aujourd'hui, on est sur une solution très très simple et vraiment adaptée financièrement. Alors, les freins auxquels on peut se heurter, ça va être par exemple des commerçants qui ont une activité depuis 30, 40 ans et qui, eux, ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'y aller parce que ça marche aujourd'hui. Mais quand on leur explique qu'aujourd'hui, 80% de la population française a un smartphone et qu'on est un utilisateur sur deux à trouver le numéro de téléphone ou savoir si le magasin est ouvert, c'est se priver de tout ce potentiel-là et que même si aujourd'hui ils ont l'impression que ça fonctionne, il faut quand même y aller. Donc il faut quand même qu'on soit aussi dans cette démarche d'explication, de faire comprendre qu'il faut y aller. Donc il y a cette partie visibilité. Et puis certains vont se dire, si vous savez, moi si je vais faire un cadeau, je le donne, je n'ai pas besoin d'outils. Enfin, c'est un peu le quotidien. Mais je vous rassure, il y a de plus en plus de commerçants qui comprennent qu'il faut se doter d'outils divers et variés pour y aller. Il faut juste qu'on les accompagne dans ce processus. Merci. Alors, Jacques Staquet, vous, avec votre société Hyper, vous contribuez à lever un des freins de la digitalisation du commerce, notamment en apportant des solutions simples sur les questions de livraison. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc Hyper est une entreprise qui a maintenant 2 ans, qui permet d'opérer des services de livraison en mode collaboratif. Donc, c'est-à-dire que c'est des particuliers qui aujourd'hui, à proximité du magasin, vont se mettre à disposition pour réaliser une livraison, qui est une livraison, alors on parle toujours du dernier kilomètre, on n'en est pas très loin puisque notre livraison moyenne est de 4 km. Donc on est vraiment un acteur de la vie locale qui va opérer depuis un point de vente local avec un shopper, comme ça qu'on l'appelle, puisqu'il reste particulier local, pour aller livrer un client local. Donc on n'a pas du tout vocation à aller faire de la livraison longue distance. On a un déploiement qui est assez rapide sur Hyper, puisqu'on est aujourd'hui actif dans à peu près 150 villes en France, pour un service qui, sur la partie petit commerce, a été lancé il y a 1 an et 3 mois, quelque chose comme ça. Donc on sent qu'il y a une appétence. Comme le disait Christophe, ça passe par un peu de conviction et d'explication et de pédagogie vis-à-vis des commerçants, c'est clair. On a aujourd'hui notamment le monde des fleurs qui nous utilise beaucoup. Alors c'est un des mondes qui livre beaucoup depuis les points de vente, donc c'est peut-être plus facile aussi, c'est une histoire qui leur parle, puisqu'ils font déjà des livraisons, et en général de façon assez artisanale. Donc on arrive avec un outil, Christophe disait, l'outil le plus simple possible, notre expression, c'est le ISO 9 Michu. Il faut que ce soit compréhensible par Madame Michu. Donc on a développé une interface web qui est en ISO 9 Michu, et qui fait que c'est assez facile à expliquer en magasin, et effectivement il faut lever le frein d'une formation longue, de frais récurrents importants. Donc on rentre dans cette logique-là, et finalement on met l'économie collaborative au service du développement du petit commerce local. Je crois que tous les trois, vous avez une expérience des grands groupes retail, hein, soit parce que ça a été vos clients, soit vous parce que vous y avez travaillé. Et effectivement, on sent que le gros gap entre les deux, c'est cette question de formation. Alors, comment vous voyez ça se cristalliser, vous qui servez à la fois des fleuristes de quartier, mais aussi des hyper. Pardon. Aussi des hyper. Aussi des hyper, puisque je crois que vous avez signé un marché important avec Match.
Oui, alors on a aujourd'hui effectivement 2 verticales métiers, le petit commerce et également en prolongation de l'expérience du drive, qui est une des dernières révolutions dans le domaine de l'alimentaire. Aujourd'hui, effectivement, les supermarchés Match nous ont permis de proposer sur leur site Drive la solution de livraison depuis les drives. Donc aujourd'hui, sur cette enseigne-là, vous avez la possibilité soit de retirer vos courses, comme dans n'importe quel autre drive, soit de faire appel à Hyper pour vous trouver un shopper qui puisse vous faire la livraison du dernier kilomètre. Moi, je suis convaincu qu'il y a un vrai sens à accompagner le petit commerce dans cette mue digitale. Les gros retailers, ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus, avec des moyens colossaux, avec des équipes souvent d'ailleurs aspirées du monde de la VAD au moment de cette mue aussi de la VAD. Le petit commerçant n'aura jamais les moyens d'aller se constituer des staffs, des équipes très complexes. Donc je pense que le monde des startups, notamment French Tech ou à proximité de la French Tech, il y a probablement tous les outils dans ce panorama qu'il suffit d'agréger et de rendre visibles pour les petits commerçants. On est plus, je pense, quand on a des parcours justement au sein de ces gros groupes, on a vécu la complexité qui était liée à ces gros groupes et en général, c'est une des raisons qui nous a fait d'ailleurs sortir de ces écosystèmes-là. Aujourd'hui, quand on est les patrons de nos propres boîtes, on est forcément des tout petits, hein, et donc on va aller voir des commerçants et il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de problème de... On parle d'égal à égal et on arrive en apporteur de solutions. Je pense qu'on peut aussi les aider à comprendre, à faire un peu de pédagogie parce qu'on a eu ces parcours un peu plus au cœur de la stratégie, de la transformation de ces grosses bêtes là, qui sont toujours, voilà, la mue est toujours en cours chez ces gros acteurs. Je pense que l'agilité des petits peut faire que finalement on recolle à une promesse client qui est la même. Hein. Le client final va être aussi exigeant vis-à-vis d'un petit prestataire que vis-à-vis d'un gros. Donc à un moment, voilà. Ok, merci. Andrea, vous êtes au cœur de cet écosystème et puis vous le connaissez bien puisque vous avez mis en place une plateforme qui était dédiée aux grands du retail notamment pour gérer toutes ces solutions parce qu'on dit souvent, le rapport entre les grands groupes et les startups, il y a un petit côté un peu jetable, c'est-à-dire qu'on fait une preuve de concept, on va utiliser tout un tas de... on va faire des essais. Hein, la dynamique d'essai-erreur est très présente dans les startups. Donc, alors, quand on a préparé cette conférence, vous avez amené une nuance en disant mais commerce de proximité, c'est pas tout à fait pareil que commerce de centre-ville. Parce qu'effectivement, on a des grandes enseignes de retail qui sont présentes dans le centre-ville. Donc, pouvez-vous nous présenter votre offre de valeur de la société BIMI et puis rentrer un petit peu dans le débat sur c'est quoi les leviers pour ces commerces de centre-ville pour participer à cette dynamisation, faire partie des parcours, comme le disait Vincent. Merci beaucoup pour votre question. Donc, BIMI, c'est effectivement la plateforme de gestion des solutions technologiques retail. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, un grand retailer utilise en moyenne plus de 50 solutions technologiques retail différentes, et à chaque fois très spécifiques. Et on considère qu'en 2023, il va en utiliser plus de 200, à chaque fois très spécifiques. Et tout autour de la chaîne de valeur du retail, donc ça peut aller de la logistique au service client, en passant par le recrutement et la formation. Et toutes ces solutions, pour autant, restent le fer de lance de la digitalisation des retailers. Mais c'est aussi un énorme bouleversement parce que les équipes des retailers ne sont pas préparées à toutes ces solutions technologiques. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Les solutions technologiques sont implémentées en silo. Il y a une difficulté dans l'adoption par les métiers de ces solutions-là. Et il n'y a pas forcément de cohérence entre toutes les solutions qui sont implémentées. Et la question, c'est aujourd'hui, en moyenne, on utilise 50 solutions, mais quand on va en utiliser 200, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est à cela que BIMI répond. Ce qu'on veut faire avec BIMI, c'est structurer l'usage de toutes ces solutions technologiques retail en 3 étapes. La première, c'est déjà cartographier toutes les solutions qui sont utilisées au sein des retailers, parce que cartographier, connaître, c'est le premier élément de réponse. Et aujourd'hui, des retailers peuvent penser qu'ils utilisent une vingtaine de solutions, alors qu'ils en utilisent plus d'une cinquantaine, peut-être 60, 70, 80 solutions technologiques différentes. La deuxième, c'est qu'une fois qu'on sait toutes les solutions qu'ils utilisent, c'est donner un cadre, sécuriser, centraliser l'information et leur permettre d'avoir un accès à la formation très transversale au sein de l'organisation, parce qu'une solution, par exemple, de service client,
va être utilisé par le shop manager pour répondre aux avis, va être utilisé par justement le service client, mais également par le marketing pour faire de la PLV. Donc ça doit être une utilisation qui doit être transversale. Et le troisième point que BIMI permet de faire, c'est gagner en cohérence sur l'environnement technologique, en permettant d'éviter les doublons, en identifiant les doublons de solutions, en permettant de créer des synergies entre les solutions. Et finalement, ce qu'on observe, c'est qu'on le fait pour les grands retailers, mais pour les petits retailers, cette hyperinflation de solutions, elle existe également. Et finalement, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire il y a beaucoup d'outils, il y a énormément d'interactions qu'on peut avoir avec le client, et pour chaque interaction, il faudrait un outil différent. Et c'est là où, effectivement, pour les commerces de proximité, cette problématique est tout à fait vraie également. Oui. Alors, on a l'impression que, alors, là je vous livre la question à tous les trois, moi d'où je suis, j'ai l'impression que autant les grands retailers qui maîtrisent complètement leur système d'information, qui ont un système d'information historique assez important, j'entendais, je lisais il y a quelques jours que Carrefour et Promodes qui ont fusionné il y a 20 ans n'ont toujours pas fusionné leur SI. Et donc, je me disais que autant les grands retailers peuvent imposer les solutions à leurs clients, autant c'est quasiment l'inverse pour les commerces de proximité, où c'est quelque part le client qui va venir imposer au commerçant les solutions qu'il a l'habitude d'utiliser, les applications. Enfin, je pense, moi c'est tout le mal que je vous souhaite, mais je vois mal tous les chalands d'une ville utiliser Bifid comme je les vois mal utiliser une autre solution unique. Alors, comme vous le disiez, effectivement, le consommateur, par nature, il n'est pas fidèle. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a quelque chose, une nouveauté quelque part, son attention va être attirée par ça. Un nouveau usage, enfin, il y a plein de choses qui vont faire que maintenant, ce consommateur, lui qui est aussi consommateur du commerce de proximité et qui n'a pas cette vision des gros retailers, parce que déjà il est dans son quotidien, il n'a pas le temps, donc parfois il ne prend pas le recul de ce qui se passe à côté, ou qui se dit bah, tiens, ça n'a pas d'intérêt. Bah, quand vous avez des utilisateurs qui sont des utilisateurs de services qui sont transverses à d'autres commerçants, bah là ils vont se dire bah, moi j'ai besoin, je veux que ce commerçant-là utilise cette solution parce que je suis déjà consommateur de cette solution ailleurs et je veux quelque chose de simple. Je ne veux plus avoir 50 applications, je veux plus, je veux quelque chose de simple. Et donc, c'est le consommateur qui, comme vous le disiez, va aller voir son commerçant, dire bah, écoutez, moi j'ai besoin de ça, il faut que vous l'ayez parce que sinon, de toute façon, bah, je vais aller au plus simple. Le plus simple, ça va être l'autre commerçant qui l'a, ou alors bah, les gros retailers qui, eux, sont déjà équipés dans ce genre de choses. Un exemple, aujourd'hui, on se dit bah, on peut consommer local, on peut consommer dans son commerce de proximité, mais je veux que ce soit simple. Aujourd'hui, comme Jacques le disait, bah, il y a le drive, il y a d'autres choses qui arrivent. Bah, une des attentes, ça va être par exemple le click and collect. Ça va être se dire, bah, tiens, le commerçant doit peut-être se mettre au click and collect, parce que moi je veux bien consommer chez lui, mais je ne peux peut-être pas me déplacer chez lui. Donc il me faudrait ce genre de solution. Le click and collect, il faut que je puisse me faire livrer aussi chez moi. C'est bien beau de pouvoir payer et d'aller le retirer, mais je veux aller jusqu'au bout de l'expérience et me faire livrer. Donc voilà, c'est d'apporter toutes ces solutions-là parce que l'usage, l'habitude du consommateur va dans ce sens-là et que le commerçant doit y aller. Le click and collect, c'est la prochaine étape pour Bifid? Alors effectivement, on va sortir le click and collect parce que beaucoup de commerçants, au-delà du panel complet que Bifid propose déjà aujourd'hui aux commerçants, bah, on sent que certains veulent aller encore plus loin parce qu'ils ont bien compris qu'il existait des besoins, des attentes du consommateur et donc de proposer très prochainement le click and collect pour répondre à cette attente. Vous allez travailler avec Hyper? Eh ben, justement, on échangeait tout à l'heure sur le stand et de par la proximité, étant donné qu'on est à Blanchemaille et que dans l'écosystème, il y a beaucoup de startups qui proposent des choses dans ce sens-là, bah, allons chercher l'intelligence où elle se trouve et avançons plus rapidement dans ce mode-là. Pour répondre à ta question, Jean-Paul, moi je pense que comme au niveau technologique, il y a eu ce qu'on a appelé le ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, le client aujourd'hui il est exigeant et il est lui-même passé en mode ATAWAD. Donc j'ai décidé d'aller en magasin pour
y rencontrer mon commerçant, y vivre un moment particulier, voir la scénographie du lieu. Ok, j'ai décidé, moi client, j'ai décidé d'aller chercher un produit donné et je veux pouvoir le retirer dans un casier, dans un drive. Ok, j'ai décidé que le produit allait arriver chez moi. En fait, aujourd'hui, c'est effectivement le client qui sait qu'il a tout ce panel de possibilités. Il est biberonné au quotidien d'ailleurs par les gros acteurs e-commerçants, notamment sur ses choix possibles. Et donc, il faut que le petit commerçant rentre dans cette logique-là et finalement se rende disponible pour tous les choix du client. Le client n'a jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui parce qu'en théorie, nul n'est censé ignorer que tout ça existe. Et donc, je pense que nos solutions-là, elles sont justement présentes et on les développe, notamment pour les petits commerçants, parce qu'on se dit, à ne pas faire, il y a un risque de disqualification. C'est-à-dire que le risque, il n'est pas le risque gagnant, il est si tu ne fais pas, tu seras sorti du jeu. Et je pense que c'est un peu la conviction qu'on porte, en tout cas on est nombreux à la porter, quand on va aller aborder des acteurs de tailles diverses d'ailleurs. C'est ce risque de disqualification si on ne suit pas et si on n'enrichit pas l'offre. Merci Jacques. Vincent Lecomte, on a vu apparaître ces derniers temps un nouveau métier qui est celui de manager de centre-ville. Excusez-moi, je change la question. C'est pas très grave, on n'est pas très nombreux, on est entre nous. Mais on va retomber sur nos pieds, vous allez voir. Cette notion de manager de centre-ville implique effectivement que le manager ait des compétences sur la transition numérique. Il ne peut pas. Mais c'est quoi les autres leviers au-delà de l'encouragement, de l'accompagnement des commerçants à rencontrer des gens comme Jacques, comme Christophe, comme Andrea. Sur quoi d'autre? Vous parliez du tourisme tout à l'heure. Ouais. Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais peut-être y répondre de façon détournée, si vous me le permettez. Non, il n'y a que l'animateur qui a le droit de changer les règles. Non, très clairement, aujourd'hui, vous l'avez montré, je pense que le premier enjeu, c'est effectivement que les commerçants indépendants se dotent petit à petit des mêmes outils que les plus grands acteurs ont obtenus ou sont en train d'obtenir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une question de survie, hein, vous l'avez dit, le consommateur que nous sommes tous, aujourd'hui est en relation très distanciée dans un certain nombre de cas avec son commerce de proximité. Donc très clairement, on a besoin de cette relation digitale qui se met en place. Une des premières portes d'entrée, mais j'allais dire c'est un peu la brique zéro, c'est le compte Facebook fait par le commerçant qui lui permet à un moment donné d'être en dialogue, d'abord de se constituer un fichier client, ce qu'il n'a pas toujours. Il faut aussi partir de ces bases-là, et puis de nouer une relation commerciale de long terme avec ses clients. Le digital, c'est évidemment cette relation client-commerçant, mais c'est aussi d'une certaine façon beaucoup plus large. On le voit aujourd'hui, l'espace public est envahi d'outils qui permettent, via des bornes Wi-Fi, via des panneaux de plus en plus interactifs, avec le chaland, avec la personne qui déambule dans l'espace public, d'être en train de créer des nouvelles formes de relations, des nouvelles formes d'appels à consommer, entre guillemets, ou d'appels à venir dans le magasin. Voilà, je voulais aussi expliciter tout ça. Il y a un certain nombre de villes, dont dans les villes moyennes, qui se dotent de tiers-lieux numériques. Ces tiers-lieux, qui ont un peu une visée protéiforme, ils ont aussi pour enjeu d'accompagner notamment les personnes qui ne sont pas forcément les plus à l'aise avec l'outil numérique, à se l'approprier, à démystifier la complexité de ces outils. Vous l'avez évoqué, votre ADN, si je puis dire, il est de faire quelque chose de simple. Voilà. Tout ça pour dire que finalement, cette question du numérique, elle est extrêmement large et elle est sur un panel. Voilà, elle est diffuse. Elle est diffuse, elle est sur un panel extrêmement varié. Et j'allais dire, on en est peut-être qu'aujourd'hui qu'aux prémices de choses qu'on n'imagine pas encore. Sur la question du manager de centre-ville, un certain nombre de villes, et notamment des villes moyennes, s'en sont dotées
L'objectif premier, souvent, c'était de bien connaître la façon dont la ville était pourvue en commerce, en type de commerce. Alors, ça, une des premières raisons, un des premiers objectifs du manager, c'est par exemple d'identifier tous les commerces qui sont vacants. Après, il y a un travail un peu plus profond qui a été mené, qui est de dire on cartographie l'offre de commerce et on détermine au sein des commerces de centre-ville les types de commerces qui ne sont pas présents ou qui sont plus présents. Et puis, il y a sans doute tout un tas d'autres pistes de travail qui se matérialiseront à l'avenir. L'objectif étant quand même, à un moment donné, d'avoir une présence commerciale en centre-ville qui réponde aux attentes de la population. Enfin, voilà, on en vient à cette donnée de base, si je puis dire. Merci. Andrea, vous allez avoir la charge de conclure. Voilà, vous connaissez bien les écosystèmes des retailers. Comment tout ça va évoluer? Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez votre offre évoluer de manière générale et contribuer à ce que Patrick Brunier évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire d'enrichir le parcours client? Tout à fait. Moi, je pense qu'au niveau des petits commerces comme des grands retailers, c'est ce que j'expliquais, cette problématique d'hyperinflation des solutions. Et je pense que pour résoudre ce sujet, il faut avoir des hubs. Des hubs comme peuvent l'être certaines solutions sur des aspects particuliers comme le Drive to Store ou comme le service ou comme la livraison. Mais il va falloir avoir des hubs qui vont pouvoir organiser tout ce panel de solutions et les unifier. C'est un peu ce que nous souhaitons faire. Aujourd'hui, exclusivement dédié aux grands retailers, mais peut-être à terme pour les petits retailers. Mais pour ça, il faut avoir des économies d'échelle. Nous, aujourd'hui, on a deux priorités. On a une priorité d'interconnexion, c'est-à-dire d'intégration avec l'ensemble des solutions technologiques pour rendre interopérable l'environnement et finalement faire en sorte que voilà, toutes les solutions puissent être utilisables très simplement. On a une deuxième problématique qui est l'aspect data, c'est-à-dire très bien connaître ces solutions parce qu'aujourd'hui, c'est un peu une jungle. On a du mal à s'en sortir. Et il faut comprendre qu'est-ce que fait la solution, quels sont les impacts qu'elle va avoir. Et ça aussi, c'est une problématique que nous, on essaye d'aborder, mais qui est abordée par beaucoup d'autres acteurs, qui est, OK, j'ai une problématique, comment est-ce que je peux y répondre et comment la réponse avec une solution va s'interconnecter avec d'autres solutions et finalement former, comme un peu Amazon a fait, une technologie unifiée. Et c'est là où, en fait, les commerces de proximité et les grands retailers vont arriver à s'en sortir sur cette digitalisation, d'avoir cette unification technologique. Merci de cette démonstration. Écoutez, messieurs, je vous dis rendez-vous dans 3 ans, hein, quand vous aurez 3 années successives de 100% de croissance sur vos chiffres d'affaires. Rendez-vous pour vous donner le pass French Tech. Merci beaucoup. Alors, pendant que ces messieurs nous quittent, ce que je vous propose, c'est qu'on va donner la parole à Didier Farr, président du comité d'organisation Connext, qui va nous faire une conclusion avant qu'on vous présente les autres startups. Il y a d'autres startups qui viennent Ouais. juste après. D'accord. Eh ben, merci Jean-Paul. Moi, j'avais deux mots à dire. En fait, hier soir, j'étais à un dîner avec un consultant canadien et il me disait, il y a un truc qui est formidable chez vous les Français, c'est que vous avez plein d'idées, vous ne savez pas toujours les mettre en évidence, mais au moins, il y a quelque chose qui est visible partout, c'est French Tech. On vous voit au CS de Vegas, on vous voit ici, on vous voit partout, et je commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc, en fait, moi, j'ai été très étonné du travail que vous faites. Et je trouve ça formidable que vous soyez aujourd'hui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la dynamique French Tech, bien sûr, a la vocation à appuyer les champions français. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui ici. Et en fait, on a vu que cette matinée, en fait, elle a mis en évidence l'apport des technos dans la mutation de l'économie régionale dans cette région, hein, le berceau du retail. Donc, un grand merci à Picom, qui est donc le bras armé, on a entendu tout à l'heure Patrick, le bras armé de French Tech ici. Et puis merci à vous parce que donc moi je reprends mes notes. Je crois qu'on a ici une feuille de route
du commerce de demain, c'est une ébauche du commerce de demain, mais c'est aussi dans les salons. On a les enjeux de la start-up, des start-up de s'intégrer dans les systèmes d'information et les retailers. Et je trouve que dans ce sens, si vous allez sur le Picom, vous allez voir Picom French Tech, vous allez voir que en fait, ce sont les grands retailers qui parrainent les projets d'innovation. Et je trouve que ça, c'est le sens de l'histoire. Et puis, enfin, last but not the least, c'est l'intégration du commerce de centre-ville qui est concerné. Voilà, donc French Tech, un grand nom, et puis un salon qui porte French Tech. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, merci à vous tous. Ça maintient le rang de French Tech dans sa région et dans la ville. Donc merci. Bravo à tous. Merci Didier Farge qui va aller maintenant pour l'inauguration, recevoir les officiels. On va maintenant passer à la présentation de quelques startups. Je vais appeler Bruno Dubois qui doit présenter les startups de l'accélérateur du Picom Retail Booster. Et ensuite, on aura également des présentations de toutes les startups qui sont présentes sur le CIV, donc le Connected Innovation Village.